Il défend à la fois le nouveau modèle de développement prôné par le Parti socialiste et la place des jeunes quinquas au sein de son parti. Des deux combats, lequel est le plus difficile à mener? Pierre Moscovici va nous le dire. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi Gaël Degré-Duloup de 20 minutes, notre partenaire, pour ce rendez-vous de Face à nous, au cours duquel nous vous interrogerons bien sûr sur les primaires du Parti socialiste, sur la situation économique et sociale, la rigueur, l'euro, la réforme des retraites. D'abord, Pierre Moscovici, votre commentaire sur la façon dont les anciens ministres sont recasés, particulièrement Christine Boutin qui défend le bien fondé de sa mission à 9 500 € net par mois. Est-ce que vous dites « j'attends » pour voir son rapport sur les conséquences sociales de la mondialisation? Écoutez, on ne va pas faire un procès d'intention, ni juger Christine Boutin par avance. Vous savez que quand on est ministre et qu'on démissionne, ou qu'on s'en va, ou qu'on est battu, on a 6 mois pendant lesquels on est payé pour se retourner. Ce qui est une tradition républicaine, et c'est vrai que c'est souvent difficile. On est au-delà de ces 6 mois. Donc la question, c'est qu'après, on lui a confié une mission. Et cette mission, elle a quand même tout l'air d'être une espèce de retour d'ascenseur, et puis aussi un petit arrangement pour éviter les gênes ou les ennuis réciproques en vue de la présidentielle. C'est la politique. Pour l'empêcher de parler, pour parler concrètement. Peut-être pour la calmer, parce qu'à un moment donné, elle a semblé dire, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. etc. Après, il y a les 9 500 €. Bon, c'est un bon salaire. La question, c'est que ça ne peut pas être un emploi fictif. Et donc, il faudra qu'il y ait une mission qui soit une mission réelle. Parce qu'il s'agit de deniers publics, il s'agit aussi de moralité publique. Christine Boutin est une femme intelligente. Jusqu'à présent, je ne savais pas que c'était une spécialiste de la mondialisation, ni même des affaires sociales, mais elle est capable. C'est une femme politique. Vous ne demandez pas sa démission, en tout cas. Écoutez, ou le retrait de cette mission. Je ne suis pas pour la politique punitive ou la politique qui soit une politique morale. Il faut de la morale en politique, mais la morale ne fait pas une politique à elle seule. Cela dit, personne n'est dupe. Tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Plutôt d'un renvoi d'ascenseur. Maintenant, si Christine Boutin conserve cette mission, il faut qu'elle se mette au travail. Il faut qu'on ait un rapport effectif qui montre que ce travail a été fait plein temps. Parce que quand même, pour 9 500 €... Elle ne sera pas toute seule. En plus, 4 collaborateurs qui seront assez bien rétribués d'ailleurs par le même ministère du Travail. Oui, il y a un certain nombre d'autres amis du pouvoir qui apparemment sont missionnés. Je crois qu'il y en a quelques autres. C'est-à-dire? J'ai l'impression qu'on aime bien dans ce pouvoir-là rendre des services, confier des missions. J'ai lu 2-3 noms, enfin, je ne les connais pas par cœur. Ah bon, est-ce que selon vous, quand même, la rigueur impose aujourd'hui un changement des mœurs politiques, Pierre Moscovici, tout parti confondu? Oui, je pense qu'effectivement, les hommes politiques, les femmes politiques sont attendus sur l'exemplarité. Je vais prendre un exemple. S'agissant des retraites, il est envisagé que les parlementaires contribuent. Alors ne faisons pas non plus de démagogie. Être parlementaire, c'est pas 40 annuités, on fait 5 ans, on fait 10 ans, c'est déjà bien, il y a une forme de précarité politique, mais aussi qui peut entraîner la précarité professionnelle pour certains. Moi, je viens de la fonction publique, je ne connais pas ça. Je connais d'autres collègues qui peuvent à un moment donné interrompre leur carrière, et c'est pas simple. Donc, qu'il y ait un système de retraite spécifique, oui, mais que chacun fasse un effort. Et je comprends très bien ceux qui nous écoutent, qui se disent, vous les parlementaires, vous avez un certain privilège, vous devez contribuer. Et pareil pour les ministres. Je pense qu'il faut donc que dans cette affaire-là, l'effort soit justement partagé. Et que c'est vrai, les hommes et les femmes politiques fassent preuve d'exemplarité. En tout cas, pour ce qui me concerne, je suis disponible. Il y a eu beaucoup de petites affaires ces dernières semaines, les nominations des uns et des autres, cette mini-affaire ou mini-tempête suite à l'affaire Christine Boutin. Les anglo-saxons sont beaucoup plus intraitables avec leurs hommes politiques. Est-ce que vous croyez que nous sommes très très loin finalement de ce que font les anglo-saxons, et est-ce que selon vous on peut sortir un peu de ce... Ce que vous dites est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que quand ils découvrent quelque chose, ils sont impitoyables. Voyez le scandale des notes de frais en Grande-Bretagne. Mais en même temps, ce qui est vrai, c'est que ce scandale des notes de frais est sans aucune comparaison avec tout ce qu'on a pu connaître. Enfin, je veux dire, là-bas, c'était des choses absolument invraisemblables, des parlementaires à qui on payait le loyer de leur ami. Vous voyez ce qui est arrivé à un secrétaire d'État du nouveau gouvernement Cameron qui a démissionné tout de suite. Donc, si vous voulez, ne faisons pas non plus comme si nous étions, nous, dans un système du tous pourri. Je ne dirais jamais ça. Les parlementaires français, avec leurs indemnités, ils les méritent. Ils ne sont pas mieux payés que leurs homologues à l'étranger, plutôt moins que certains. Par exemple, être un parlementaire français, c'est beaucoup moins payé qu'être un parlementaire allemand ou un parlementaire italien. Donc ne soyons pas comme ça. Je le sais comme député européen, et j'ajoute qu'un parlementaire français est moins bien payé qu'un député européen. Bon, mais en France, nous avons notamment, et nous sommes les champions, le cumul des mandats. Est-ce que le combat mené par Martine Aubry vise aussi à limiter le
cumul des indemnités? Alors là-dessus aussi, disons les choses clairement, il n'y a pas de mystère. Les indemnités sont plafonnées. C'est-à-dire qu'un parlementaire doit toucher 5 000 euros. Un parlementaire qui a une autre fonction, c'est plafonné, un peu plus de 5 000 euros, c'est plafonné à 8 000 euros. Imposable, évidemment. Et on pourrait aller jusqu'à 10 000, 12 000, 13 000. Non, il y a un plafond qui vaut pour tout le monde. Et donc, si vous voulez, je ne pense pas, moi, que le problème soit un problème matériel. Le problème n'est pas un problème d'argent. On ne cumule pas pour de l'argent. Le vrai problème qui est posé par le cumul des mandats, c'est celui de l'effectivité du mandat parlementaire et c'est celui du renouvellement de la vie politique. C'est pour ça que j'approuve Martine Aubry de vouloir aller vers le mandat unique. Elle a reculé, hein, dernièrement. Mais attendez, je pense que sur le principe, elle a raison totalement. Je crois en revanche dans l'application, elle a reculé. Je crois que dans l'application, elle a eu raison d'écouter ce que lui disaient les sénateurs et les députés. Pourquoi ? Non, mais sur le principe, tout le monde est d'accord. Non, mais attendez. De quoi s'agissait-il en réalité ? Il s'agissait de faire ça unilatéralement en 2011 ou 2012, ou bien de le faire par la loi, pour tout le monde, députés et sénateurs, droite et gauche, avec application pour tous, je dis bien pour tous, en 2014, au moment du renouvellement de tous les mandats locaux, puisque cette année-là, on aura des élections départementales, régionales ou territoriales et municipales. Et franchement, pour l'année et demie qui nous sépare de ces élections, et aussi pour la continuité des mandats, pour aussi la difficulté parfois à trouver des successions, ça n'est pas grave. Le Parti socialiste est le premier parti, et c'est important, à dire qu'arrivé au pouvoir, il s'engagera immédiatement, dès l'été 2012, à prendre une loi, éventuellement référendaire, qui comportera une réforme des institutions, y compris, c'est important, le statut de l'élu, et aussi la revalorisation du travail parlementaire. Donc franchement, c'est une véritable avancée. J'approuve que cette avancée soit pragmatique, et je pense que Martine Aubry a eu honnêtement raison de ne pas procéder à des mesures unilatérales et précipitées, et les sénateurs, notamment socialistes, les députés socialistes, ont eu raison de lui soulever un certain nombre d'obstacles pragmatiques. De mener l'affront. Alors, je pense que si on avait fait ce qui était préconisé au départ par Martine Aubry, on aurait eu une mesure inapplicable, inappliquée. D'accord. Et il vous a entendu, vous et beaucoup d'autres partis socialistes, Pierre Moscovici. C'est sage de sa part. C'est sage de sa part. Alors justement, quelle conclusion politique faut-il en tirer? Est-ce que Martine Aubry, dans cette affaire-là, conforte son image de leader naturel de la gauche? C'est sa posture de prétendante à la candidature socialiste? Je comprends que ça obsède et il arrive à d'autres d'y penser. Ça m'arrive même à d'y penser. On vous posera la question. On vous posera la question. Ou mal alors. Non, enfin, je me rase quand même. Vous savez, c'est très compliqué d'avoir une barbe comme ça. C'est même plus compliqué. Voilà, c'est plus compliqué que le rasage. Il faut le faire de temps en temps. Mais je crois surtout que Martine Aubry est le chef du Parti socialiste, que ce Parti socialiste est un parti qui se remet au travail, qui gagne de la crédibilité collective. Je pense qu'elle fait son travail, qu'elle le fait bien, qu'elle est soutenue par les militants, en même temps qu'elle montre qu'il y a des rapports de force. C'est pas un parti politique monolithique. Dans cette affaire-là, elle n'a pas fait exactement, je pense, ce qu'elle a voulu. Pour la présidentielle, franchement, nous avons autre chose, qui est un système de primaire. Et c'est dans un an que nous verrons qui est justement, candidat. est-ce que ça n'est pas trop tard, puisque alors que Nicolas Sarkozy sera, lui, en campagne déjà, vous, au Parti Socialiste, vous serez en campagne, mais interne, vous n'aurez pas votre Rappelons que la candidat. date des primaires a été fixée automne 2011. Alors, deux choses. D'abord, je voudrais enchaîner sur ce que vous disiez sur la candidature naturelle. Pour moi, il n'y a pas de pacte qui tienne. Oui. Il n'y a pas de candidature naturelle. C'est ce qu'on entend partout. Hein. Il n'y a pas de pacte qui tienne, il n'y a pas de candidature naturelle, il ne doit pas y avoir de pacte, il ne doit pas y avoir de candidature naturelle. Est-ce qu'il y en a un selon vous ? Attendez, qu'il y ait des discussions entre des leaders, c'est normal. Je dirais même c'est le contraire qui serait absurde. On n'est pas obligé de se foutre sur la gueule pour se faire plaisir. Qu'il puisse y avoir le moment venu, des accords passés entre tel et tel, c'est normal aussi. Attendez, ce qui serait anormal, c'est que la règle du jeu soit une règle censitaire qui interdise qu'il y ait d'un côté des favoris, pourquoi pas, de l'autre côté des outsiders. Ce qui aurait été anormal, c'est que la primaire ait été fermée ou confisquée. Ce qui aurait été anormal, c'est qu'il soit interdit à des gens comme François Hollande, ou comme Manuel Valls, ou comme moi, de pouvoir se présenter par avance. Nous verrons quelle sera la situation politique. Et si je suis satisfait ce soir, c'est parce que ce qui a été décidé par le Conseil national, c'est une primaire en temps utile, de manière suffisamment ouverte. Pas trop tard, donc vous répondez pas à la question. Je réponds pas trop tard, je vais vous dire pourquoi. Je pense que c'est le bon moment pour ce qui me concerne. Je sais qu'une primaire doit être... Pour vous personnellement ? Non. Pour ce qui me concerne, je pense que c'est le bon moment. Vous voyez, grammaticalement, c'était correct, je pense, ma phrase. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il faut qu'une primaire ait lieu suffisamment tôt de l'élection pour avoir un impact sur l'élection. Si elle est beaucoup trop tôt, ça sert à rien. C'est comme si on avait désigné un chef de parti. Et elle doit être en même temps pas trop tard pour permettre le rassemblement. Prenez l'exemple d'un pays où il y a des primaires. Les États-Unis. En général, les conventions de rassemblement ont lieu à l'été, alors que l'élection a lieu en novembre.
4 mois, c'est bien. Ajoutez que Nicolas Sarkozy, qui est quand même malin, il sera à la fois en campagne parce qu'il est président, et vous verrez qu'il se déclarera beaucoup plus tard. Notez qu'en 2007, Nicolas Sarkozy s'est déclaré en janvier. Vous pensez bien que président sortant, il laissera planer le suspense tout en étant totalement en campagne. Eh bien nous, soyons totalement en campagne comme parti, désignons le candidat à l'automne. J'ajoute une chose, c'est que la sagesse du Parti socialiste, ça a été de décider hier que c'était en automne en principe, mais qu'en même temps, nous reverrons tout ça en janvier. Mais selon en vous, par fonction de la exemple, si situation politique. DSK décide d'y aller, il faudrait qu'il donne un signe avant l'été. Non. Est-ce qu'il faudra qu'il Ah rentre oui, avant l'été, bien oui. sûr. Alors quand D'abord, dans nos règles telles qu'elles ont été adoptées hier, il est prévu que les candidatures se déclarent à partir de juin. Je pense que ça vaut pour tout le monde. Dominique Strauss-Kahn aussi. Mais franchement, je l'ai dit depuis quelque temps, il faut quand même qu'on sente un petit peu ce qu'est la situation, disons, dans le début de l'année 2011. Parce qu'on a besoin de s'organiser. Si c'est Dominique Strauss-Kahn le candidat, je me suis déjà exprimé, il aura mon soutien. oui. Et je ne serai pas candidat au primaire. pas. Mais attendez, mais en même temps, on ne peut pas faire comme on a fait avec Jacques Delors en Attendre le dernier 94, moment. attendre le dernier moment et se retrouver à la fin démunis avec un candidat qui arrive. Et donc, il nous faut du temps pour nous préparer. Nous préparer à cette éventualité-là, mais nous préparer aussi à une autre. Donc, moi, j'ai toujours dit, et je maintiens, que début 2011, il faudrait quand même qu'il y ait des signes, pas des signes. Vous le voyez, des signes, Dominique des signes qui soient donnés. Donc vous attendez Et des qu'est-ce qu'il signes. peut donner comme signe Vous le dire Pas à moi, mais je pense par exemple qu'il faudra que Martine Aubry, la première secrétaire du Parti Socialiste, soit informée à un moment donné. On verra, puisqu'ils se parlent, qu'ils se parlent aussi de cela. J'imagine que ça peut leur arriver. Voilà, donc là-dessus, je suis tout à fait clair. Pour le reste, oui, je fais partie de ceux qui préparent une candidature aux primaires. Je m'en donnerai les moyens, je monterai des équipes, je chercherai des parrainages. Pour l'hypothèse où Dominique Strauss-Kahn n'est pas candidat, non pas avec l'idée que ce soit une candidature comme ça, pour l'absolu ou pour jouer, il faut qu'elle ait un sens, je ferai tout pour qu'elle ait un sens. Je pense qu'il faut que dans une primaire, on confronte des sensibilités, des générations. Oui, c'est vrai, il faut que les quadragénaires, les quinquagénaires puissent aussi dire leurs mots. Mais si j'ai une candidature, ce sera une candidature qui de toute façon s'inscrit par avance dans le rassemblement. Ce ne sera pas une candidature contre quelqu'un, par exemple pas contre Martine Aubry, ce sera une candidature pour une sensibilité, pour une certaine façon. De laquelle vivre à alors la gauche. Parce que, par exemple, vous n'êtes pas le seul à adopter cette position. Si DSK n'y va pas, moi j'irai, par exemple, Gérard Collomb dit la même chose, et lui, il dénonce les propositions irréalistes du Parti Socialiste aujourd'hui. Hein Vous comprenez bien qu'étant dans la position qui est la mienne, ayant été responsable, comme vous l'avez rappelé, de la première convention sur le nouveau modèle de développement, moi je développerais une ligne pleinement social-démocrate. Et pour moi, être social-démocrate, c'est être à la fois totalement réaliste, totalement crédible, et aussi totalement de gauche. Et j'assume ce que nous avons proposé. Quand nous disons par exemple un pôle public d'investissement industriel, je suis d'accord. Une sécurité sociale professionnelle, je suis d'accord. Une révolution fiscale qui fasse que les plus hauts revenus soient taxés davantage, oui, j'assume. Comment est-ce que vous si la gauche, oui. pardonnez-moi, je veux dire quand même une chose, qui est une conviction très profonde pour moi. Si la gauche c'est uniquement de la sueur, du sang et des larmes, bref la rigueur, c'est pas la peine. Si la gauche en revanche c'est uniquement des promesses qu'ensuite on ne tient pas, c'est pas la peine non plus. Donc il faudra bien qu'on tienne les deux bouts du cordon et qu'on ait une ambition crédible. Et voilà, le moment venu, si j'étais candidat, c'est autour de ça que je tournerais. Au fond, vous-même, vous aimeriez quand même y aller plus qu'un autre. Et je dirais à mes amis socialistes et au peuple de gauche, attention à la dette publique. La dette publique, c'est l'ennemi de la gauche. Quand on est endetté, on ne peut pas financer des services publics, on ne peut pas préparer l'avenir, on a besoin de se désendetter. Simplement, il y a deux façons de se désendetter. Il y a la rigueur, il y a l'austérité, qui est la politique de la droite, et la recherche d'une croissance juste, qui est la politique de la gauche. Voilà quelques thèmes. D'accord. Concernant la gauche, justement, et puis on passera ensuite au sujet sur la rigueur, concernant la gauche, comment est-ce que vous percevez les critiques, les petites piques distillées ça et là par les Verts, Cécile Duflot, Europe Écologie, Jean-Luc Mélenchon, encore ce matin ou hier Contre notamment Dominique Strauss-Kahn. Pour terminer ma phrase, contre Dominique Strauss-Kahn. En d'autres termes, peut-il être le patron de FMI, peut-il être le candidat de la gauche en France? Deux réflexions. La première, c'est que je ne vais pas m'occuper de savoir qui doit être candidat chez les Verts. Je ne vais pas dire Joly est mieux que Duflot est mieux que Joly, l'une est ceci, l'autre cela. Ils s'en chargent d'ailleurs entre eux. Et je ne vais pas non plus dire si Mélenchon doit être le candidat du PC ou pas. Chacun est un peu chez soi quand même. Hein. Non mais vous avez parlé de la gauche, vous avez parlé de la gauche, vous n'avez pas parlé que du PS. Non, mais je vous réponds pour vous dire d'abord que chacun
voilà, joue le charbonnier et mettre chez soi. Et c'est aux socialistes de choisir le candidat socialiste. Ensuite, je trouve que le procès est un faux procès. Je connais Dominique Strauss-Kahn depuis 25 ans. C'est un socialiste, c'est un homme de gauche, c'est ce qu'on appelle en économie un keynésien, c'est-à-dire quelqu'un qui croit à l'économie de marché, mais qui pense qu'elle doit être régulée, et puis qu'il faut aussi soutenir la demande quand elle est faible. C'est ce qu'il fait au Fonds monétaire international. Et tout de même, le Fonds monétaire international, sous sa direction, a été transformé profondément. Avant, il y avait ce qu'on appelait le consensus de Washington, des politiques de rigueur à tout craint. C'était vraiment un gendarme de l'économie mondiale qui était craint pour ce qu'il faisait. Aujourd'hui, c'est un pompier. J'entends bien qu'il demande aussi aux États d'être bien gérés. Oui. Attendez, il demande plus que ça, quand même, il demande de sacrés tours de vis. Oui. Michel Grossior, quand on est, j'adore Georges Papandreou, le Premier ministre grec, mais quand on est un pays qui a une dette publique de 150%, un déficit de 13%, qui a maquillé ses comptes publics et qui a besoin de la générosité européenne et internationale, on doit aussi bien gérer le pays. Et ça, c'est pas être vraiment dans le tour de vis injuste. Ce que je sais, c'est que le Fonds monétaire international apporte 30 milliards d'euros au plan de sauvetage de la Grèce. Ce que je sais, c'est que le Fonds monétaire international apporte 250 milliards d'euros. 250 milliards d'euros. Vous nous dites que DSK conforte son image d'homme de gauche au FMI. C'est ce que je dis en tout cas, que c'est une politique expansionniste. C'est une politique qui apporte des liquidités à l'économie. Et si, franchement, mes amis Cécile Duflot et Jean-Luc Mélenchon estiment que c'est la droite, alors on s'y reconnaît plus. Quand un homme a changé profondément une institution internationale, on le félicite. On ne le blâme pas quand il est en train d'apporter les ressources dont on a besoin pour développer l'économie et la croissance mondiale ou européenne. On le félicite, on ne le blâme pas. Ça ne veut pas dire que Dominique Strauss-Kahn est le seul à pouvoir être le candidat socialiste. Ça ne veut pas dire que c'est un homme parfait. Ça veut dire simplement que c'est un faux procès, un mauvais procès. Bon, vous le voyez à la fin du mois, à Washington, je crois, Pierre Moscovici. Vous allez à Washington. Vous allez à Washington. Vous allez bien trouver un petit moment pour lui rendre une visite? Pour le sonder et le prier, ou les deux à la fois? Pas du tout. Pas du tout. Si Dominique Strauss-Kahn trouve un moment pour me voir, parce que c'est un peu l'inverse, je verrai un ami que je connais depuis 25 ans et on parlera surtout de cela. Bon, très bien. Alors, la réforme des retraites, par exemple, elle est dévoilée par bribes, jour après jour. Dernier élément, une taxation annoncée sur les hauts revenus. On n'en connaît pas encore les contours précis. On évoque les revenus supérieurs à 11 000 euros par mois. 1% des contribuables seraient concernés. Est-ce que pour vous, ça va dans le sens de l'équité mise en avant par Éric Woerth? Alors, vous avez tout dit dans un chiffre, 1% des contribuables. Nous sommes pour un rééquilibrage complet de l'approche de la question des retraites. Le gouvernement nous dit, et Éric Woerth nous dit, et c'est Nicolas Sarkozy qui décide, qu'il faut que ce soit essentiellement les salariés qui trinquent avec moins de droits, qu'ils cotisent plus longtemps et qu'on touche à la retraite à 60 ans. Nous disons, la retraite à 60 ans est un droit, c'est une conquête sociale. Nous nous arc-boutons sur sa défense. Quant à l'allongement des cotisations, on peut l'envisager un jour, mais après 2025, en fonction de l'étude des rapports démographiques. Et nous proposons un système clairement alternatif qui veut effectivement opérer de nouveaux prélèvements sur les bonus, les stock options, les revenus du capital, les parachutes dorés, les revenus exceptionnels des banques qui ont été dopés grâce à l'aide publique, si vous voulez. Donc il y a vraiment deux logiques. Et là, je pense qu'en réalité, c'est un petit zakouski qui est fait comme ça pour donner l'impression qu'on met de la justice sociale. Mais c'est du Canada Dry. En réalité, il faut une remise en cause beaucoup plus profonde du système. Il faut une taxation beaucoup plus élevée des revenus du capital. De combien, par exemple? Nous avons des propositions qui sont chiffrées très exactement. Le gouvernement, dans sa proposition, vous le dites, dans les Zakouski, il propose quand même d'inclure les revenus du capital. Et donc, le bouclier fiscal ne protégera pas les hauts revenus en l'espèce. Certains hauts revenus, ceux-là. Et puis le bouclier fiscal, c'est simple. Il ne s'agit pas de l'ébrécher. Il ne s'agit pas de l'éventer. Il ne s'agit pas de lui faire je ne sais quelle fêlure. Il faut le briser, ce bouclier fiscal. Il faut montrer que c'est une mesure qui est une mesure d'injustice, qui est intolérable pour les citoyens de ce pays. Et donc, franchement, quand on envisage, par exemple, comme François Fillon, un petit coup de rabot sur la niche fiscale, ce qui veut dire on va toucher à tout, un peu, pas à certaines choses, et que justement on épargne ce qui ne va pas, à commencer par le paquet fiscal de l'année 2007, c'est de la politique à l'envers. Et franchement, moi je ne suis pas contre l'idée de toucher les hauts revenus, mais le plus simple dans cette mesure-là, c'est pas de penser aux retraites, c'est d'instituer une tranche supplémentaire de l'impôt sur le revenu qui atteigne les hauts revenus, justement, et qui manifeste le souci de justice fiscale. C'est pour ça que je disais Zakouski, je pourrais dire Canada Dry de justice sociale.
Franchement, 1% des revenus, c'est pas sérieux. Il y a une autre piste aussi qui concerne la réforme des retraites, c'est l'alignement des cotisations des fonctionnaires sur les cotisations du privé. J'attends de voir quelles sont les propositions du gouvernement là-dessus. Je ne l'ai pas Sur entendu avancer sur le fond. Non, je pense qu'il y a des différences de nature, si vous voulez, entre. Vous comprenez que les fonctionnaires soient traités différemment que les salariés du privé? Il y a des spécificités historiques qui l'expliquent. Oui. Non, mais aujourd'hui. Quelle discussion a lieu? Écoutez, vous savez, il y a une chose dans laquelle je ne vais pas tomber pour ma part, c'est que c'est quand même, nous disons au gouvernement, depuis le début, qu'il faut qu'il fasse ses propositions. Pas par bribes, qu'il expose un plan. Il n'y a pas cela dans les propositions du Parti socialiste. Très bien. Alors vous revendiquez donc de la social-démocratie, hein, vous l'avez rappelé il y a un instant, Pierre Moscovici, quand on regarde ce qui se passe partout en Europe, notamment dans les pays sociodémocrates, il y en a encore, on voit que partout l'âge de la retraite est relevé. Pourquoi la France pourrait faire exception? Entendons-nous bien, l'âge de la retraite à 60 ans, c'est une conquête sociale qui vise à quoi? Qui vise à protéger ceux qui ont commencé à travailler tôt, à 17 ans, 18 ans, voire avant, qui ont cotisé longtemps. Et moi, je suis élu du Doubs, du pays de Montbéliard. Ma circonscription est une des circonscriptions les plus ouvrières de France. Et je peux vous assurer, quand quelqu'un a travaillé chez Peugeot, chez Forcia, chez EAK, EAK c'est une usine qui actuellement connaît de graves difficultés, beaucoup de femmes par exemple, et qu'on a cotisé 40 ans, si on leur dit vous allez prendre votre retraite à 63 ans, alors qu'en plus beaucoup de gens sont dépourvus d'emploi, en réalité c'est-à-dire qu'on va faire cotiser ces gens-là 46 ans, sans leur donner le droit à une retraite à taux plein. Moi, vous savez, je parle d'un... Attendons les mesures sur les carrières longues. Hein. Mais attendons, mais oui. je veux dire, si vous voulez, c'est parce que pourquoi, en réalité, dans 20 ans ou 30 ans, la retraite à 60 ans, ça n'existera plus. C'est ça la vérité. Pourquoi? Parce qu'on entre de plus en plus tard sur le marché du travail. Parce que la durée des études s'allonge. Et aussi parce que la durée de cotisation va s'allonger. Mais toucher à la retraite à 60 ans, aujourd'hui, je pense que c'est une faute lourde qui touche ceux qui, dans ce pays, ont le plus besoin et souvent ont fait les tâches pénibles. Et donc, je suis radicalement opposé. Je pense qu'il y avait d'autres manières de traiter ce problème. Michel parlait des mesures de l'âge de la retraite en Europe. Globalement, les plans de rigueur qui sont donnés en Europe sont très durs. Oui, les tours de vis sont très sévères. Les mesures demandées, les efforts demandés au peuple, c'est un peu de la sueur. Est-ce que la rigueur paraît bien douce en France comparée à ce qui se passe en Allemagne? Je pense d'abord, première réflexion, en Espagne. La plupart des gouvernements, ce n'est pas le cas de l'Espagne, sont des gouvernements conservateurs. Et le gouvernement de Zapatero, en plus, est confronté à une situation très spécifique, qui est la situation de l'effondrement du marché immobilier qui dopait la croissance espagnole. Bon, ça c'est une première réflexion. La deuxième, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, la question de la dette publique est une question centrale. Et la gauche devra affronter la question de la dette publique en 2012. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous devrons proposer aux Français un chemin vers le désendettement. Et je pense que si nous ne le faisons pas, si nous considérons que c'est pas un chemin de rose. Mais c'est ce qu'on entend à chaque élection. Non, on n'entend pas à chaque élection. L'histoire de la dette, c'est sans précédent. C'est un problème aujourd'hui qui est un problème gravissime. Et je ne voudrais pas que la gauche, une fois de plus dans son histoire, se trouve percuter le mur de l'argent. Il faut tenir un langage de vérité, ça veut dire quoi? Absolument, un langage de vérité. Ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il faudra dire le moment venu de combien on doit se désendetter. Et ça veut dire que... Pardonnez-moi, il y a une chose qu'on ne sait pas, si vous me permettez, on ne sait pas ce que sera la situation du pays en 2012. Parce que vous l'avez dit vous-même, le plan français tel qu'il est, il paraît à la fois mal foutu et pas crédible. Et donc on va faire des problèmes. Moi je ne sais pas quelle sera la situation que Nicolas Sarkozy lèguera en 2012. Mais est-ce que vous êtes irrité par exemple par certains responsables socialistes là-dessus qui ne tiennent pas forcément le langage de vérité? Par exemple, on a entendu Julien Drey dire de Laurent Fabius qu'il fallait, sa règle c'était on s'oppose quand on est dans l'opposition et puis on s'accommode ensuite au pouvoir. Moi, vous savez, chacun son tempérament. J'aime pas trop citer de nom ou taper sur tel ou tel camarade. Ce que je dis en revanche, c'est que je n'aimerais pas que le Parti socialiste, plutôt je ne supporterais pas que le Parti socialiste ne dise pas la vérité aux Français au moment de l'élection présidentielle de 2012. Il devra dire de combien on désendette l'État et comment on le fait. Mais il y a, je répète, deux chemins. Je vais vous prendre un exemple. En 1997, nous emportons les élections législatives parce que Jacques Chirac pensait devoir imposer un plan de rigueur et qu'il voulait anticiper les élections pour cela. Nous l'avons emporté, nous n'avons pas fait de plan de rigueur. Nous avons mené avec Dominique Strauss-Kahn une politique de croissance intelligente et juste. Et donc, c'est cela qu'il faut retrouver. Ça passe par l'investissement public. Vous savez, c'est ce que disait par exemple Félix Croatine, l'ancien ambassadeur des États-Unis. Il dit à la fois, il faut une grande rigueur, au sens fort du terme,
dans la gestion de l'État. Il faut des priorités sélectives, mais il faut des priorités. Et ces priorités, pour nous, elles ont deux noms, investissement et justice. Et c'est vers cela qu'il faut aller. Et puis enfin, il faudra bien envisager une réforme fiscale, qui soit une réforme fiscale qui protège ceux qui ont des revenus moyens ou des revenus faibles, qui sont justement ceux dont la propension à consommer, c'est-à-dire la part du revenu consommé est la plus élevée, et puis qui aillent chercher l'argent ailleurs. Moi, je pense que nous devons travailler à la fois, si vous voulez, sur la croissance, sur la justice, et aussi sur une réforme de l'État. La réforme de l'État, il ne faut pas la laisser à la droite, d'autant qu'elle l'a fait spécialement mal avec la RGPP. Donc, si vous voulez, toutes ces questions-là, pour moi, seront des questions centrales dans la campagne présidentielle de 2012. Et il ne faut pas les éviter. Européennes, en tous les cas, sont aiguillonnées aujourd'hui par la Commission européenne. Est-ce que vous êtes favorable à une plus grande supervision des budgets nationaux par la Commission? Non. Non? Non, non. Tel que c'est prévu, non. Si vous voulez, l'idée que je suis ici à Public Sénat, les discussions budgétaires qui se font dans les deux assemblées, à l'Assemblée nationale d'abord, je suis membre de la Commission des finances, puis au Sénat, soient complètement verrouillées par des accords préalables de la Commission européenne, me paraît stupide. J'ai toujours dit pour ma part qu'il fallait plus de coordination des politiques économiques. C'est ce qu'on avait proposé avec Dominique Strauss-Kahn. Il était ministre de l'économie et des finances, j'étais ministre des Affaires européennes dès 1997. Et c'est pour ça qu'on a créé l'Eurogroupe. L'Eurogroupe, ce sont des ministres, ce sont des politiques. Donc qu'il y ait une coordination meilleure, effectuée sous l'égide de l'Eurogroupe, je suis pour. Qu'il y ait des échanges davantage, je suis pour aussi. Mais qu'ensuite chacun puisse définir ce qu'est son chemin pour se désendetter. C'est indispensable. Et un Parlement... à partir du moment où on a une monnaie commune, il faut appliquer des règles communes. Oui, j'ai bien dit qu'il fallait... Avec des mesures, sinon on voit comment ça part dans tous les sens. Un Parlement doit pouvoir voter le budget librement, j'allais dire souverainement, et un gouvernement doit pouvoir le fixer souverainement en tenant compte de ses engagements internationaux. Autrement dit, il me paraît tout à fait logique que la France dise, voilà, en 2013, je reviens à 3%, il faut dire comment, mais que la Commission européenne nous indique le chemin à suivre et qu'elle supervise le vote du budget, je dis non. Nous sommes des nations responsables. Et faisons d'ailleurs attention, parce que moi je suis très européen, comme vous savez, j'étais ministre des Affaires européennes pendant 5 ans, parlementaire européen. Si l'Europe apparaît comme une institution punitive, alors il y aura rejet de l'Europe. Est-ce que vous êtes inquiet actuellement des relations entre les Allemands et les Français? Disons que l'annulation du dîner, c'est sans précédent. Et ça montre en tout cas que Nicolas Sarkozy et la France, sur l'agenda d'Angela Merkel, c'est pas prioritaire. Et je le regrette. Et disant ça, je ne condamne pas Nicolas Sarkozy, en l'occurrence. Je dis que l'Allemagne a besoin d'être au cœur de l'Europe et que là, cette distension du lien franco-allemand est très dangereuse pour l'Europe. Parce que pour que l'Europe avance, il faut que le couple franco-allemand avance. Si le couple franco-allemand va bien, ça aide à l'Europe, ça ne suffit pas. En revanche, s'il va mal, c'est cuit. Bon, est-ce que Angela Merkel a une part de responsabilité aujourd'hui? Sans aucun doute, c'est elle qui a annulé le dîner quand même. Oui, bien sûr. Ouais. Mais par exemple, en appliquant cette mesure de rigueur, ce budget de rigueur incroyable en Allemagne, est-ce qu'elle fait peser une menace pour la croissance en Europe? Non, c'est son droit encore. C'est son droit. Je vais pas, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que j'aurais aimé que l'Allemagne, qui a toujours été très européenne, soit plus allante dans la solution de la crise. Et c'est vrai qu'on a eu le sentiment, à certains moments, qu'existait un égoïsme allemand. Et encore une fois, ça m'inquiète, non pas parce que je pense que les Allemands doivent être les banquiers de l'Europe, non pas parce que je pense qu'ils doivent toujours payer pour les autres, mais tout de même, on a besoin d'eux. Très bien. Merci à vous, Pierre Moscovici. Merci, bonsoir à tous. Alors que la France est engagée dans l'une de ces séquences dont elle a le secret, faite de mobilisation, de manifestations, de grèves et de négociations sur la question des retraites, eh bien, gros plan sur ceux qui négocient ces textes, sur ceux qui s'engagent, sur ceux qui se mobilisent, et notamment sur l'un d'entre eux, François Chérec, qui vient, si je puis dire, de re-signer pour 4 ans à la tête de la CFDT. Les retraites et ceux qui les négocient, c'est le docu-débat de la semaine sur Public Sénat. Benoît Duquesne présente Le Débat, samedi à 23h sur Public Sénat. Question d'info en partenariat avec l'AFP et France Info, c'est dans un instant. Les relations franco-américaines ne ressemblent pas à un long fleuve tranquille. En ce temps-là, Kennedy et De Gaulle confrontaient leur vision du monde. Dans un contexte international tendu, Kennedy s'était imposé cette visite à Paris.
chez un allié réputé difficile. Il voyait De Gaulle comme une sorte de grande figure historique. Du coup, il était prêt à l'excuser pour certains excès. Entre eux, un fossé aussi large que l'Atlantique. L'ami américain, c'est votre rendez-vous documentaire, vendredi à 21h. Nous n'avons pas su déceler l'ennemi dans nos rangs. La trahison et la mort sont inséparables de la Révolution. Nous savions pourtant. C'est notre tour de connaître la trahison et la mort pour que la Révolution continue. L'autre séance, l'émission cinéma de LCP, vous propose en juin un classique qui fit l'événement lors de sa sortie, L'aveu de Costa Gavras. Avec en tête d'affiche Yves Montand et Simone Signoret, le film dénonce implacablement les crimes du stalinisme. Il est emblématique d'un cinéma politique et engagé qui s'attaque aux sujets brûlants. Pourquoi les réalisateurs français ne sont-ils pas plus nombreux à s'engager sur ce terrain? Ces films-là sont-ils difficiles à tourner? Assiste-t-on en 2010 à la résurgence de ce cinéma? Autant de questions que je poserai à mes invités. L'autre séance, c'est samedi à 18h15. Bienvenue à Question d'Info. L'écologie est-elle soluble dans la politique et les responsables d'Europe Écologie peuvent-ils trouver leur candidat à la présidentielle sans se lancer des noms d'oiseaux? Invité de Question d'Info aujourd'hui, le député vert de Gironde, Noël Mamère, et à mes côtés pour vous interroger, Monsieur Mamère, Sylvie Malicorne de l'AFP et Marie-Ève Malouine de France Info. Alors commençons par la rigueur qui s'installe partout en Europe, même aux États-Unis. Contestez-vous ces politiques mises en place aussi bien par des gouvernements de gauche que de droite? Ce sont des politiques qui risquent, comme l'a dit le prix Nobel Stiglitz, de mener à des catastrophes sociales. On voit bien déjà ce qui se passe en France avec le plan de rigueur qui ne dit pas son nom, où ce sont en général les plus vulnérables de la société qui vont être les plus touchés, et surtout les organismes et les associations qui sont chargés de les aider, de faire de l'accompagnement social. On le voit dans nos villes, et en particulier dans ce que l'on appelle les quartiers prioritaires et les quartiers politiques de la ville. Il y a aujourd'hui une vraie crainte de la part de ces associations qui fonctionnent dans le champ social ou dans le champ de la santé et qui voient leurs subventions et leur aide de l'État qui s'amenuisent de jour en jour. Et donc effectivement, si l'on applique la rigueur et que cette rigueur touche ceux qui aujourd'hui sont les plus modestes en laissant de côté et épargner ceux qui accumulent les richesses, eh bien il y a effectivement un sentiment d'injustice et d'inégalité qui se développera et qui va miner le pacte social dans nos sociétés. Sylvie Malicorne, pacte social. Oui, alors à propos de la réforme des retraites, le gouvernement a décidé ou envisage en tout cas de taxer les hauts revenus à partir de 11 000 € par mois. Est-ce que c'est juste pour vous ? Vous savez, ça c'est une anecdote. C'est vraiment un leurre pour amuser la galerie et nous faire croire que l'on va faire payer les riches. Pour l'instant, le bouclier fiscal n'est pas remis en cause et tant qu'il ne sera pas remis en cause, tout ce qui sera proposé sera de l'ordre de l'anecdote et de l'amusement et de l'enfumage. Ce que je regarde surtout, c'est ce qui est en train de se préparer. C'est-à-dire une réforme de la retraite qui, une fois de plus, est directement inspirée du MEDEF. D'ailleurs, je crois savoir que la patronne du MEDEF est tout à fait satisfaite des orientations qui sont prises aujourd'hui. On nous fait croire qu'on est un des pays dans lesquels on protège le mieux, ce qui n'est pas vrai, puisque à la sortie, lorsque cette loi sera votée, non seulement on aura reporté l'âge légal de la retraite, on aura augmenter les cotisations et allonger la durée de cotisation. Ce qui fait que la France sera sans doute un des pays d'Europe dans lesquels la question de la retraite sera traitée le plus durement. Au lieu de ça, il faudrait réorganiser le travail. Nous savons tous qu'aujourd'hui on est dans un pays où les jeunes sont le plus au chômage, 24%, donc c'est la question de